j'ai le plaisir de recevoir Benjamin. Benjamin, t'as vu, j'allais me tromper. Hein. Eh oui. Benjamin Burbaumer. Bonjour Benjamin. Bonjour Wissam. Je suis très heureux de te recevoir. Dans ce numéro, on va parler impérialisme, anti-impérialisme, d'un point de vue surtout économique, on va y venir. Et on va parler aussi en fin d'émission du gros sujet d'actualité, de ce qui détermine un peu l'ordre mondial actuel, qui est le conflit entre la Chine et les États-Unis, et qui en fait est très intéressant parce que ça nous amène à penser non pas seulement la mondialisation actuelle, mais ce qu'est la mondialisation en elle-même. Donc ça va être très bien. Toi, je vais te présenter très vite, tu es économiste. Tout à fait. Tu es maître de conférence à Sciences Po Bordeaux, Oui. c'est bien ça. Tu es spécialiste de la mondialisation, de l'économie politique internationale, de l'impérialisme, tout ça avec un angle marxiste. On va y revenir, on va voir si tu revendiques aussi cette étiquette marxiste. Et tu as aussi reçu le prix de Lire l'économie 2024. Et tu as reçu un autre prix, tu m'as dit en off aussi. Oui, bah, ça c'est un autre prix qui s'appelle le prix de Turgot, jeune auteur. Je D'accord. suis un jeune auteur. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu es un jeune auteur, mais ça fait plusieurs livres que tu as écrits. Tu as écrit tout d'abord Europe alternative démocratique, analyse et propositions de gauche. Ça, c'est un livre coécrit avec Alexis Kucker, Marlène Rosato. C'est aux éditions La Dispute, Oui, 2019. c'est un livre collectif avec plusieurs contributions. Ouais, Oui, c'est oui. ça. Alors, malheureusement, on ne va pas parler beaucoup d'Europe dans cette émission parce qu'on n'aura pas le temps, mais je vous amène à aller voir l'émission qu'on avait fait avec Marlène sur ce sujet. Tu as écrit ce livre-là que j'ai dans la main, Le souverain et le marché, théorie contemporaine de l'impérialisme, aux éditions Amsterdam 2020, qui est pour moi un incontournable si on veut avoir une vision large de toutes les théories sur l'impérialisme. Les théories que tu dis classiques, donc plutôt à l'époque de Lénine, et surtout les théories contemporaines. Tout à fait. Je présente bien. Bien résumé, très bien résumé. Et enfin, ce livre-là, vraiment, j'ai adoré. Je dis pas ça souvent, mais le livre est incroyable. C'est Chine-États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, où quand on lit ça, on comprend quasiment tout à ce qui se joue actuellement, et surtout, là où j'ai été très étonné, parce que c'est un peu moins le cas avec lui, il faut le dire, c'est que c'est super accessible. Vraiment, et il me semble que il y a même eu des lycéens qui l'ont lu et qui ont... Oui, oui, bah, le prix que tu as mentionné tout à l'heure, c'est un prix qui a été choisi, enfin, que j'ai eu grâce à des lycéens qui ont voté pour ce livre-là. Et c'était précisément un des enjeux aussi de ce livre, c'est que, bon, le sujet est complexe, mais il me semble que tout le monde peut le comprendre, et donc il faut juste amener les choses de sorte à ce qu'elles soient compréhensibles. Souvent, je le regrette, les économistes ne font pas assez ce travail. Là, j'ai essayé de le faire. Ouais. Alors, bien sûr, il y aura Lulu qui sera parfois sur le plateau. Ça va, ça ne te dérange pas trop? Non, non. On la laisse un peu en liberté, mais elle ne va pas trop nous déranger. Moi, la première question que je voudrais te poser, c'est un peu plus sur ton parcours. C'est, donc tu es économiste. Pourquoi avoir choisi l'économie? Je veux dire, pour beaucoup de gens, c'est un peu la chose, le parcours effrayant. Ça a l'air très compliqué. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de faire de l'économie? Et c'était quoi ta formation? Bah, ça commence d'abord avec un intérêt pour les questions internationales. On peut étudier les relations internationales, ça c'est des cursus Ouais. universitaires, mais dans lesquels les questions ou les aspects économiques sont secondaires, voire inexistants, alors que, bon, quand on s'intéresse un peu au marxisme, bah, Mhm. il est indispensable d'avoir une maîtrise à minima Oui. des processus économiques. Et donc, partant de là, bah, je suis parti étudier l'économie, et j'ai fait une thèse en économie, mais toujours avec cette singularité de ne pas faire une économie abstraite, déconnectée du reste, Mhm. mais une économie politique, donc, qui est précisément attentive au processus politique, aux classes sociales, le tout dans le cadre de l'accumulation du capital. Donc en réalité, l'économie était pour moi l'outil pour Ouais. justement comprendre ce qui se passe dans le monde. Mais et d'ailleurs, là, tu parles, tu parlais de marxisme. Est-ce que tu revendiques l'étiquette marxiste? Et est-ce que c'est pas difficile d'évoluer dans l'université française, dans l'économie, en se disant marxiste? Alors effectivement, c'est généralement pas un avantage professionnel, mais en même temps, on peut faire des travaux tout à fait rigoureux, on peut les publier dans des revues acceptées, notamment dans Ouais. l'espace anglophone. Donc il y a un petit espace, alors il est petit, mais il existe, et il impose d'être Mmh. extrêmement rigoureux.
Ouais. Donc, en quelque sorte, le marxisme fait partie des différentes théories qui existent en économie, mais généralement, il n'a pas la meilleure des réputations. Donc il faut vraiment montrer Ouais. que c'est solide et donc ça impose aussi un travail assez approfondi, mais qui en réalité est payant parce que de toute façon, l'objectif est bien de comprendre ce qui se passe dans la réalité. Mmh. Donc, tu peux pas faire une analyse à la va-vite. Et d'ailleurs, est-ce que pour toi, il y a un aspect militant aussi dans ton travail économique où tu rejettes ça en disant, ben non, moi, je fais une analyse académique, alors certes avec un angle marxiste, mais c'est un travail académique. Je dirais que, mes travaux, peuvent donner des outils, pour des militants. Donc de ce point de vue-là, il y a tout à fait une appropriation militante qui est possible et Que que tu moi encourages? je trouve intéressante et qui est en D'accord. quelque sorte aussi un peu quand même là dans mes réflexions. Ouais. Donc de fait, bon, hein, cette idée de la pravda quoi, la vérité. Il Ouais. faut il faut connaître les faits et c'est Ouais. à partir des faits qu'on peut agir sur le réel et c'est un peu ça la démarche. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande, est-ce qu'il pense que la majorité des économistes mainstream ont renoncé à l'économie politique? C'est même assez assumé, hein. La discipline en soi s'appelle sciences économiques, voire juste économie. Mmh. Et dans la plupart des cas, elle est perçue, conçue comme étant quelque chose de vraiment à part du reste de la société. Donc l'économie serait un domaine où le monde se laisse mettre en Mmh. équation de façon, très poussée sur le plan mathématique, mais aussi, souvent très déconnectée de la réalité. Et donc, c'est précisément là aussi que c'est intéressant d'avoir d'autres approches, marxistes ou autres d'ailleurs, Mmh. parce que ça permet de réinjecter un peu de réalité dans tout ça. Et bon, le livre, sur les États-Unis et la Chine, il a bien marché aussi Mmh. parce que en fait, le lecteur se rend compte que là, il y a des choses Ouais. tangibles, ça résonne avec les choses qu'on observe, ça permet de mieux les comprendre. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, les économistes ont très largement renoncé à l'économie politique, alors que c'est précisément comme ça que ça commence, avec les Adam Smith, David Ricardo, Karl Ouais. Marx. Oui, bah oui. Le problème, c'est que ça handicape en quelque sorte la compréhension de la Ouais. réalité. Alors, tu as une performance parce que tu dois faire ton interview avec Lulu qui est complètement folle autour. J'en profite aussi pour dire au chat, parce qu'on a démarré sur les chapeaux de roue parce qu'on était un petit peu en retard. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, à faire des dons, des bits. Il y a aussi le lien Streamlabs dans la description. Il y a aussi le Tipeee de la Zawa Prod si vous soutenez pour qu'on puisse continuer à faire les émissions en plateau. Et aussi sur YouTube, n'hésitez pas, c'est dans la description. Là, tu parlais de comment les militants peuvent se l'approprier. Est-ce que tu trouves, alors là je vais faire aussi mon autocritique, mais est-ce que tu trouves que dans le milieu marxiste, dans les milieux de gauche, on manque de formation sur l'économie, alors même que quand on se revendique plus ou moins du marxisme, ça devrait être assez important? Alors, je n'ai évidemment pas un aperçu complet, mais ce que j'observe, c'est que d'une part, les gens, les chercheurs qui s'intéressent au marxisme souvent, pas toujours, hein, bien loin de là, mais souvent ont une appétence particulière pour la théorie, pour l'abstraction, qui est évidemment indispensable, mais qui, tant qu'elle n'est pas reliée au réel, Ouais. reste souvent, relativement impuissante. Donc moi, j'ai souvent ce regret qu'il n'y a pas assez de lien avec la réalité. Donc ce n'est pas du tout pour faire une critique de la théorie en tant que telle, mais il faut la faire et elle est indispensable, mais toujours avec, à l'esprit la réalité derrière. Hmm. Hem, de la même manière, j'ai effectivement l'impression que, quand vous allez dans une librairie, généralement les livres d'économie, il y en a pas beaucoup. Ouais. Et ça me semble être un peu un reflet d'un sous-investissement, d'un domaine et pas des moindres, parce que c'est quand même là qu'on voit les rouages, les mécanismes du capitalisme. Donc c'est un domaine qui est sous-investi et je pense que, on en paye le prix en termes d'analyse parce que Ouais. c'est vrai, c'est un domaine très, très sec et parfois un peu pénible. C'est intimidant parfois aussi. Mais tout à fait, mais la récompense derrière, Ouais. elle est quand même assez importante. Donc de ce point de vue-là, j'ai envie d'encourager tout le monde à s'intéresser à l'économie, quoi. Hmm. Mais d'ailleurs, mais oui, en plus, comme je l'ai dit, le livre sur la Chine et les États-Unis, je le trouve ultra accessible, vraiment. Et après le livre sur l'impérialisme, un peu moins, mais en vrai, je pense notamment aux gens du chat ou aux gens qui regardent les Talkie Oui Oui, je
pense qu'ils ont un petit peu, un minimum de formation politique, ils ont déjà lu d'autres ouvrages, donc je pense que c'est quand même accessible. Euh, Avant qu'on parle des deux livres, il y avait aussi une question sur est-ce que pour toi, il y a des économistes ou des théoriciens qui t'ont grandement aidé dans ta formation, qui ont été des références dans ton travail? Bon, la liste est longue, sans doute que j'oublie, plein de références là, quand tu Ouais, me poses la question comme ça. Heu, non, mais évidemment, hein, enfin, il y a les bases, évidemment, la lecture de Karl Marx, elle est révélatrice et en réalité, on n'arrête jamais de le lire, hein. ouais, Donc il y a ça, mais ensuite, ce qui évidemment est fondamental, c'est aussi, les gens qui travaillent aujourd'hui sur le capitalisme d'aujourd'hui. Et donc là, on a une série de contributions riches, sans doute qu'on va en ouais. parler aussi au fur et à mesure. Mais bon, rien qu'en France, on a quand même des économistes marxistes, en tout cas, il y en avait. Il y a les François Chesnais, Pierre Salama, aujourd'hui, évidemment, Cédric Durand. Donc ça, c'est des gens Ouais. qui sont importants à lire. Ouais. Mais d'ailleurs, les deux noms que tu cites avant, je pense que moi, je les connais pas trop. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne les connaissent pas. Dire à quel point c'est vrai que le côté très économique de l'analyse, elle est un peu mis de côté. Et donc, moi, je voulais qu'on parle aussi de ce livre avant de venir sur la Chine, Le souverain et le marché, théorie contemporaine de l'impérialisme. Alors, théorie contemporaine, mais pas seulement. Tu reviens aussi sur les théories classiques. La question que je me posais, c'était pourquoi tu as voulu écrire ce livre? Est-ce que tu penses que parce qu'on parle beaucoup d'impérialisme dans les milieux de gauche et tout, mais est-ce que tu avais l'impression que quand même il manquait d'une formation sur ce qu'était l'impérialisme? Et aussi, moi, j'aimerais bien ton avis, mais j'ai aussi parfois l'impression que quand on parle d'impérialisme, on centre trop seulement sur le côté militaire. Alors, il faut revenir sur le contexte de rédaction de ce livre-là. Le livre, je l'avais en fait terminé en 2018. Il y a eu Ouais, quelques délais et donc il est paru en 2020 seulement. Hem et c'était une période où, à la suite de l'invasion américaine de l'Irak, il y avait un débat sur le nouvel impérialisme dans l'espace anglophone qui était intense, qui était important, qui était enrichissant, mais qui n'a connu presque aucune répercussion en France. ouais, Donc on avait ce décalage alors que bon, la France, c'est quand même une des grandes puissances impérialistes. Donc c'était un peu ça, cette idée fondamentale, c'était de dire, bah, et ce débat, il faut qu'il soit connu aussi en France pour précisément en faire des prolongements aussi de ce côté-là de la Manche. Donc voilà, ça c'était la motivation initiale. Euh, et partant de là, il m'a semblé important de ne pas juste présenter un débat récent, mm, mais de l'inscrire dans la filiation longue, dans les réflexions, mm, parce que précisément la théorie de l'impérialisme est quelque chose de vivant et la théorie ne peut être qu'utile quand elle est vivante, quand elle ouais. s'adapte, quand elle s'ajuste, quand elle prend en compte de nouveaux éléments. Et donc de ce fait, eh bien, il ne suffit pas de lire Lénine et de prétendre qu'on a tout compris. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'en France, on est très bloqué dans. J'ai l'impression que ça n'a pas évolué sur les théories de l'impérialisme depuis Lénine et Luxembourg, quoi. J'ai l'impression que c'est toujours les deux tenants des débats et qu'on ne voit pas l'actualisation qu'il y a, surtout dans le monde, je dirais, anglo-saxon ou même italien, on va y aller. Bah, c'est certainement rassurant, c'est une sorte de dogmatisme rassurant que de lire ça. Euh, mais précisément, hein, l'ambition de la pensée marxiste est d'agir sur le présent. Ouais. Et donc, les outils intellectuels d'il y a 100 ans peuvent être des inspirations, des repères, et en l'occurrence, c'est des repères importants, mais à condition de savoir bien les utiliser dans un contexte qui est différent. Donc, de ce point de vue-là, c'est crucial de Mm. montrer un peu la filiation et comment les Rosa Luxembourg, les Rudolf Hilferding ont été utilisés tout au long d'une histoire de 140, Ouais. 150 ans. Donc ça, c'est important parce que précisément aussi, et là je rebondis à l'autre aspect de ta question, parce que ça permet de montrer qu'en fait, l'impérialisme, c'est pas seulement un pays qui fait la guerre à un autre. Ce qui est crucial et ce qui est la particularité même de la théorie de l'impérialisme, c'est de montrer la filiation entre une menace, un conflit armé, une guerre, et le fonctionnement du capitalisme, donc Mm, l'accumulation du capital. Donc c'est cette filiation qui est cruciale. mm. Et là, donc, la Oui, question il n'y a est pas des celle, méchants d'un coup, quoi. Il n'y a pas des ennemis d'un coup. Il y a un processus qui fait que. bah, il y a un processus, donc ça permet de nuancer les compréhensions et d'affiner, et surtout, ça permet d'aller à la racine. Mm. Parce que si on n'identifie pas la racine, bon, bah, on est quand même assez perdu pour une analyse et encore plus pour une quelconque pratique. Ouais. Et est-ce que tu dirais que, par exemple, des auteurs comme Lénine ou Luxembourg,
ils sont dépassés sur le sujet de l'impérialisme pour le comprendre aujourd'hui, ou c'est juste que bah, ça marchait à l'époque et il faut simplement actualiser avec le contexte actuel? Bah, d'une certaine façon, ils sont toujours un peu dépassés parce que bon, c'était à 100 ans. Mais ce qui distingue précisément des textes importants, c'est que malgré la distance dans le temps, eh bien, ça nous parle toujours. Ça nous Mmh. donne toujours des outils. Et en l'occurrence, c'est le cas pour les 2 que tu mentionnes. On pourrait en mentionner d'autres. Donc clairement, il faut les lire, mais il faut aussi connaître avec précision les caractéristiques du capitalisme contemporain Mmh. et de voir avec les outils qu'ils nous donnent, ces auteurs classiques, comment mieux comprendre le présent. Donc, en quelque sorte, Mmh. on ne peut pas juste lire les classiques, il faut aussi se Ouais. frotter un peu à... D'ailleurs, dans les classiques, beaucoup parlent de Lénine et Luxembourg, mais tu as aussi une personne que moi j'ai un peu découvert en lisant ton livre, c'est Hilferding. Pour toi, Hilferding, est-ce que c'est une figure un peu oubliée de... Bah, c'est une figure oubliée et sans doute aussi, c'est les chamboulements des vies militantes qui font qu'il a été un peu oublié parce qu'Hilferding, bah, il a fini ministre des Finances du Parti Ouais. social-démocrate en Allemagne à la fin des années 1920. Donc il a eu un cheminement différent par Ouais. rapport aux autres classiques de l'impérialisme. Et pourtant, c'est lui qui a donné un peu Oui, c'est ça. l'idée à Boukharine et à Lénine du capital financier. Donc il avait identifié des choses extrêmement importantes dans son livre de 1910. Donc clairement, c'est un des pères fondateurs, en quelque sorte, de la théorie de l'impérialisme. Mm. Je regardais derrière parce qu'il y a Lulu. Je sais pas si Marie pourra revenir récupérer Lulu parce qu'elle est derrière le rideau. Donc je sais pas si elle va faire des bêtises. Et donc tu reviens, tu fais toutes les théories classiques de l'impérialisme. Tu montres aussi les évolutions, les débats actuels. Est-ce que toi, tu aurais... Parce qu'il y a la question qui se pose toujours, c'est qu'est-ce que c'est l'impérialisme? Est-ce que pour toi, tu aurais une définition préférée qui te semble la plus juste pour réussir à comprendre ce que c'est l'impérialisme et même de pouvoir voir ces différents stades d'évolution? Mmh. La définition que donne Rosa Luxembourg, par exemple, elle me semble vraiment assez englobante et de ce point de vue-là, c'est peut-être ma préférée. Sa définition, c'est que l'impérialisme, c'est l'expression politique du processus d'accumulation du capital. Et là, on va en quelque sorte au-delà de cette idée de Lénine de stade particulier, Mhm. parce que l'inconvénient de cette idée de stade, c'est que une série de gens qui se revendiquent de Lénine ont été tellement obsédés par cette idée qu'on est dans le stade de l'impérialisme, et ce stade, il durerait maintenant depuis plus de 100 ans, qu'ils ont un peu du mal à voir ce qui change. Donc de ce point de vue-là, typiquement, l'idée de stade, elle nous handicape plus, D'accord. alors qu'à l'époque, elle avait une importance politique. Ouais. Par contre, avoir une conception de l'impérialisme qui va au-delà de l'idée de stade particulier et qui nous dit qu'en fait, l'impérialisme, c'est un potentiel permanent des sociétés capitalistes, Mm. eh bien là, c'est quelque chose qui nous permet de travailler aujourd'hui. Et donc, il s'agit de montrer comment le processus d'accumulation débouche sur des conflits. Mm. Mais d'ailleurs, en fait, il y a beaucoup de gens qui, quand ils ne connaissent pas le concept d'impérialisme, le résument beaucoup à l'idée de dominer les autres pays. Et ils se disent, bah oui, mais alors, de tout temps, tous les pays ont été impérialistes. Or non, l'impérialisme, c'est spécifique au capitalisme. Eh ben, en tout cas, c'est exactement ce que dit la pensée marxiste. Après, il y a des théoriciens libéraux de l'impérialisme comme Schumpeter qui précisément dit s'il y a de l'impérialisme aujourd'hui, c'est qu'il y a des vestiges de période pré-capitaliste. Donc pour lui, c'est totalement l'inverse. Mais non, mais à partir d'une approche inspirée par les classiques du marxisme, clairement, l'impérialisme est un phénomène spécifiquement capitaliste qui se renouvelle encore et encore. Et de ce fait, évidemment, n'importe quelle guerre, n'importe quel conflit n'est pas un conflit impérialiste en tant que tel. Il faut encore faire la démonstration de ce qui conduit les dirigeants d'un pays à menacer leurs voisins, à intervenir très loin. Et la démonstration, elle se fait à travers le processus d'accumulation. D'accord. Donc là, pour toi, actuellement, on ne peut pas qualifier tous les pays d'impérialistes? Ou est-ce qu'on est dans une époque où tous ont... parce que c'est un peu le débat du moment, tu vois, de dire oui, les États-Unis sont impérialistes, mais eux aussi sont impérialistes. Est-ce que pour toi, il y a des pays qui
arrive encore aujourd'hui dans le capitalisme de 2025 à échapper à cette logique impérialiste où tout le monde est un peu embarqué là-dedans, mais à différents niveaux? Alors, j'ai dit que l'impérialisme est une potentialité permanente des sociétés D'accord. capitalistes. Mais il y a juste plein de pays qui n'en ont pas les moyens. C'est juste ça, c'est pas qu'il y a Et une politique. donc voilà. Il y a ça, et puis il y a aussi des configurations du processus d'accumulation à l'échelle domestique qui font qu'un pays est plus tourné vers l'agressivité extérieure ou moins. Donc, il y a des pays qui ont une forte consommation intérieure et un processus de moins en moins aujourd'hui, mais en tout cas ça pouvait exister dans l'histoire du capitalisme. De façon temporaire, des pays peuvent tout à fait fonctionner avec une économie relativement fermée. Et dans Mhm. ce cas-là, effectivement, le risque d'intervention impérialiste est beaucoup moins grand. Euh, donc voilà, on a ces deux choses-là. Il peut y avoir des configurations domestiques, temporaires, où les dirigeants d'un pays n'ont pas de velléité impérialiste, peuvent les avoir à nouveau plus tard. Et Mhm. puis, il y a plein de pays qui juste n'en ont aucunement les moyens. Mhm. Alors, il y a aussi dans ton travail un sujet qui m'intéresse plus particulièrement, moi, sur les théories décoloniales. Il y a aussi le poids de la colonisation dans le succès des pays occidentaux. Et on a vu que c'était quelque chose qui était aussi discuté parmi les économistes. Certains disent qu'on exagère le poids de ces colonisations dans la montée en puissance de certains pays. Il y en a d'autres qui sont en mode non, c'est grâce à ça qu'ils sont devenus puissants. Ce serait quoi, toi, ton avis? Est-ce que c'est plus complexe? Est-ce qu'on exagère le rôle de la colonisation ou... On peut difficilement le sous-estimer, je dirais plutôt. Parce que, et c'est même, enfin, il y a différentes périodes de colonisation, mais même sans la colonisation formelle, tout simplement la traite transatlantique, donc le commerce des esclaves, a évidemment eu un impact fondamental sur la polarisation de l'économie mondiale. Si vous enlevez juste une partie de la main-d'œuvre de 20 ans de tout un continent, évidemment, Hmm. vous le condamnez au sous-développement. Et ça ne se rattrape pas si rapidement. Et en plus, il y a d'autres éléments qui interviennent par la suite. Donc, non, non, d'une certaine façon, il y a évidemment le processus d'accumulation primitive, sans lequel il n'y a pas de capitalisme, mais on est un peu dans la préhistoire du capitalisme. C'est Ouais. pendant la préhistoire du capitalisme que se met en place déjà la polarisation à l'échelle mondiale et qui va ensuite être renforcée de façon tout à fait substantielle par le colonialisme, qui est une des caractéristiques de l'impérialisme de la fin 19e, début 20e, même si l'impérialisme peut tout à fait exister sans colonisation. Hmm. Mais à l'époque, les deux coïncidaient. Et puis ce qui est important aussi, c'est que, évidemment, le sous-développement de la majeure partie des pays du monde n'est pas seulement lié à la colonisation, donc on peut tout à fait être un pays formellement indépendant, mais quand même être pris dans des mécanismes de sous-développement qui font que les richesses d'un pays sont extraites, mais renvoyées vers un autre pays. Et ça, évidemment, ça fait partie de la manière dont est organisée l'économie mondiale. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été précisément pour la première fois analysé, par exemple, par Rosa Luxembourg. Hmm. Dans la deuxième partie de son livre L'accumulation du capital, il y a un formidable développement Hmm. sur la manière dont la France, l'Angleterre ont sous-développé l'Égypte. Hmm. Et qui a ensuite inspiré notamment la théorie de la dépendance, à André Gunder Frank, Samir Amin, donc ces gens-là en quelque sorte. Donc il y a une filiation très, très directe entre théorie de l'impérialisme et compréhension du développement du sous-développement. Hmm. Et ce que tu parles aussi dans ton livre, c'est aussi quelque chose qui a fait un grand débat à l'époque et même maintenant, c'est l'idée que une partie de la classe ouvrière soutenait le projet impérialiste et que aussi le projet impérialiste permettait, grosso modo, d'acheter la paix sociale dans l'Occident, c'est ça? Alors ça, c'est effectivement l'aristocratie ouvrière qu'on trouve chez Lénine. Pas de façon particulièrement développée. Hmm. Lénine se pose plus une question politique. Comment ça se fait qu'une partie de la classe ouvrière ne soutient pas ce qui est objectivement bon pour elle? Ouais. Et donc l'explication, c'est qu'en quelque sorte, ils sont achetés par l'impérialisme. Il y a pas mal de débats autour de cette notion. Une chose est certaine, il y a du transfert de richesse d'un endroit vers l'autre. Ouais. Donc de ce fait, effectivement, une partie de la situation relativement meilleure des travailleurs en Europe ou en Amérique du Nord s'explique par ce mécanisme-là. Mais cela
n'efface pas les frontières de classe, même dans les pays capitalistes Mm. avancés. Donc, en quelque sorte, ce transfert de richesse de la périphérie vers le centre est un des mécanismes, mais pas le seul du fonctionnement de l'exploitation à l'échelle Mm. mondiale. Mais et est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y a beaucoup dans l'antiracisme, dans la théorie décoloniale, il y a l'idée aussi de pacte racial, de l'idée que les ouvriers blancs relativement, alors, vont effectivement être dominés dans leur pays intérieur, mais vont pactiser avec, grosso modo, hein, avec la bourgeoisie nationale ou avec l'Union nationale pour comment dire, assurer les bénéfices qu'ils ont à vivre dans ce monde occidental. Et on pourrait faire par exemple le cas en France où les combats pour la France-Afrique et tout ne sont pas mis en avant. Est-ce que tu penses que c'est une analyse intéressante ou tu penses qu'il faut un petit peu tempérer ce genre de... C'est tout à fait intéressant. Alors, ce que je dirais, c'est que je pense que souvent, enfin, le pacte racial, je pense qu'il est d'abord perceptible en France en tant que phénomène racial, en tant que tel. D'accord. Donc les implications économiques, souvent, elles sont pas tout à fait à la Ah surface. oui, toi tu veux dire que c'est pas ce qui vient en tête d'apport de ceux qui sont dans le pacte racial Tout à fait, je pense que c'est pas le moteur principal pour le coup. D'accord. Euh, Aussi sur toute la théorie de l'impérialiste, tu montres aussi que bah, il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes et qu'il y a aussi des contradictions internes à l'impérialisme. C'est-à-dire que on explique que l'impérialisme va amener de toute manière les États à entrer en conflit entre eux pour dominer le marché, pour avoir des territoires sur lesquels exploiter et vendre. Et en même temps, il y a une autre tendance qui a une sorte d'alliance, c'est ça, inter-impérialisme pour lutter contre d'autres régions. Il y a une tendance autant à la conflictualité qu'à l'alliance. Bah, si tu prends les 5 critères de l'impérialisme de Lénine, bah, le cinquième, il peut surprendre. Parce que là, effectivement, il parle un peu de cette idée que les capitalistes pourraient tous se lier à l'échelle mondiale et exploiter les travailleurs du monde entier. Donc, en quelque sorte, on aurait une sorte d'effacement des territoires nationaux, des Ouais, États, et donc on aurait une lutte des classes pure à l'échelle mondiale. c'est vrai. Euh, alors, Ça serait même Lénine, davantage, ça serait peut-être même mieux pour nous, peut-être, au niveau internationaliste. bah, en tout cas, ça pourrait enlever un certain nombre de freins à la solidarité des travailleurs du monde entier. Mais le fait est que c'est un peu surprenant parce que c'était surtout l'idée qui était défendue par Kautsky aussi. Il disait, non mais vous allez voir, on va avoir une paix des capitalistes parce que les capitalistes ont Mm. besoin de paix pour pouvoir réaliser leurs transactions. Euh, alors ça, Lénine n'y croyait pas du tout, en tout cas pas pendant la Première Guerre mondiale, mais il ne l'excluait pas de façon absolue. Et c'est ce que Lénine précise dans la préface qu'il a écrite pour le livre de Boukharine sur l'impérialisme. Et de fait, alors on n'a pas eu un effacement des frontières nationales et un déploiement purement international de la lutte des classes, mais ce qu'on voit à partir de 1945, c'est qu'il y a vraiment un pays capitaliste qui écrase tous les autres, Ouais, et ça, c'est les États-Unis. Alors, c'est pas tellement que les capitalistes allemands, français, britanniques se sont liés par amitié aux capitalistes américains. C'est juste que les Américains étaient plus forts, ils Ouais, étaient plus ouais. performants, ils étaient plus puissants. Donc de ce point de vue-là, cette idée d'une fraternisation universelle des capitalistes, en réalité, elle n'arrive pas. Et c'est très simple à comprendre, et c'est Boukharine qui le dit dans son livre, le premier, il me semble. Il dit, bah, en fait, le capitalisme fonctionne par développement inégal. Mm. Donc, les succès des capitalistes dans un pays peuvent être plus rapides que dans un autre pays. Et quand vous avez des capitalistes qui réussissent mieux que d'autres, bah, ce qu'ils font, c'est que généralement, ils veulent écraser les autres. Ouais. Parce que précisément, l'impératif du profit l'impose. Et donc, pour cette raison-là, en quelque sorte, bah, la fraternisation des capitalistes à l'échelle mondiale, elle a très peu de chances d'arriver. Il peut juste y avoir des capitalistes plus forts que d'autres et Ouais. qui soumettent les autres d'une façon plus ou moins sympathique. Mais par exemple, des projets comme l'Union européenne ou l'OTAN, est-ce que ça rentre dans l'idée d'alliance entre des pays impérialistes? Bah, il y a certainement quelque chose de l'ordre de l'alliance parce que en tout cas, l'Union européenne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui a véritablement pris forme dans les années 80, là, il y avait une idée, effectivement, dans la classe dominante
différents pays ouest européens, de l'ordre de on se fait avoir, on est un peu les losers du capitalisme mondial, il faut qu'on fasse quelque chose, et donc on va s'unir, on va avoir un marché Mm. plus grand avec des économies d'échelle, et ça nous permettra de gagner des parts de marché à l'échelle mondiale. Donc là, on a quelque chose de ce type-là. Mais en même temps, eh bien, la formation de l'Union européenne a aussi polarisé à l'intérieur des pays Mm. de l'Union. Et donc, on n'a pas non plus cette parfaite homogénéité. Mm. Donc là, typiquement, bah, on a un développement qui est certainement contradictoire. Et ce, a fortiori que quand même, dans pas mal de pays de l'Union européenne, déjà dans les années 80, en fait, le capital américain était déjà très, très présent. Mm. Là, on a cette idée de bourgeoisie intérieure pro-américaine que développe Nikos Poulantzas, où il dit, bah, en fait, l'arrivée d'investissements américains, c'est pas juste un processus qu'on peut observer dans les tableaux de la comptabilité nationale, c'est une transformation des classes sociales et notamment une transformation de la bourgeoisie dans les pays européens. Donc la bourgeoisie nationale initialement présente dans le pays subit une sorte de désorganisation par l'arrivée d'une bourgeoisie pro-américaine qui assure que les pays ouest européens restent Mm. toujours politiquement proches aussi des États-Unis. Mm. Oui, c'est intéressant parce que là, on commence aussi à faire la distinction parce qu'on parle beaucoup de la bourgeoisie, mais quand on creuse un peu la question, on voit que c'est pas un milieu homogène. Il y a des conflits même à l'intérieur de la bourgeoisie, entre la bourgeoisie nationale, transnationale, peut-être qu'on va y revenir. Mais il y a aussi un point très intéressant dans le livre sur l'impérialisme, c'est aussi la question de l'État et notamment le lien entre l'État et le capital. Et classiquement, on a un peu l'idée que l'État est au service du capital et des impérialismes, mais pour toi, c'est un peu plus compliqué. Notamment, c'est le débat où il y a Poulantzas qui est beaucoup mobilisé, donc c'est vraiment un débat gros cerveau. Mais pour toi, il faut aussi insister sur une forme d'autonomie de l'État. C'est une question cruciale et qui a été certainement, ça c'est peut-être une des choses qui manque dans les écrits classiques de l'impérialisme, c'est que là, généralement, et c'est particulièrement flagrant chez Lénine, il y a une vision très instrumentale. Les capitalistes disent quelque chose et l'État le fait. Hmm. Et chez Lénine, il y a le lien entre les deux par le processus de monopolisation. Les capitalistes deviennent de plus en plus puissants, de sorte à ce qu'ils contrôlent l'intégralité d'une économie nationale, et donc ils disent aux dirigeants politiques ce qu'il faut faire. Alors évidemment, il y a des liens très étroits entre bourgeoisie et État, et on a pour la France, depuis qu'il y a du capitalisme en France, on a des études qui montrent la proximité très très forte et les liens d'influence qui vont du capital vers l'État. Néanmoins, en réalité, le lien entre l'État et le capital ne passe pas seulement par le lobbying. Le lobbying est en quelque sorte même secondaire. D'accord. Et c'est là un apport très important des années 70, la deuxième vague des débats sur l'impérialisme, parce que là, il y a notamment en Allemagne, aussi aux États-Unis, des contributions d'auteurs marxistes qui disent, en fait, l'État, il a besoin de l'accumulation du capital pour exister. Donc la reproduction de l'État capitaliste dépend du processus d'accumulation du capital. Et alors le lien entre les deux, il est très simple, c'est que l'État, pour se financer, pour pouvoir exister matériellement, pour payer les fonctionnaires, eh bien il a besoin de recettes. Et les recettes Hmm. viennent soit de la fiscalité, soit de l'endettement. Et les deux présupposent que l'économie va bien. D'accord, ouais. Et donc l'État a un intérêt propre à assurer des bonnes conditions pour le capital. Donc il n'a même pas besoin d'être influencé. Il n'a même pas besoin C'est des dans son capitalistes. intérêt propre. Voilà, c'est dans son intérêt propre et il le sait. Le lobbying peut s'ajouter pour orienter un peu son action, mais en soi, il le fait par intérêt propre. Hmm. Alors, l'intérêt propre de l'État aussi, bon, parfois il a du mal à l'identifier, il y a des crises, donc tout n'est pas parfaitement clair. Hmm. Mais c'est quand même cet élément-là qu'il faut avoir à l'esprit, et c'est typiquement en retraçant les différentes étapes de la théorisation de l'impérialisme qu'on peut voir comment la théorie initiale a été enrichie plus tard. Hmm. Et d'ailleurs, il y a aussi la question, et ce que tu montres, il y a les intérêts de l'État, de brosser dans le sens du poil, mais pas forcément d'avoir des intérêts, d'avoir des entreprises puissantes, et de l'autre côté, de répondre aux intérêts aussi de la population, dont les intérêts ne correspondent pas forcément, même loin de là, aux intérêts bourgeois. Donc en fait, l'État doit se trouver l'équilibre entre les deux, c'est ça? Tu évoques quelque chose, c'est un autre rapport qui est venu par la suite. Là, en réalité, on a un peu l'apport de Gramsci.
qui a Oui, été, oui, qui a- c'est-à-dire qui a- j'allais y venir sur. qui a été pleinement mobilisé aussi dans la deuxième vague, quand il y a un renouveau de lecteurs. Parce qu'en fait, les classiques, Luxembourg, Lénine, Bukharin, Hilferding, ils ne connaissaient pas Gramsci. En tout cas, pas le Ouais, Gramsci des cahiers de prison qui arrive ouais. seulement plus tard. Mais dans les années 60-70, C'est voilà. dingue, excuse-moi, je te fais une parenthèse, c'est dingue qu'il arrive aussi tard, Gramsci, pour comprendre l'impérialisme aussi, non? Dans les années 70, pour mobiliser Gramsci, c'est un peu surprenant ou c'est un peu l'époque où on découvre Gramsci? Bah, c'est là où on découvre Gramsci à grande D'accord, échelle. Oui, ok, oui. ok, Euh, et donc arrive cette idée d'hégémonie. ok. C'est-à-dire que, bah, et là c'est important aussi d'insister sur ce que c'est l'hégémonie, parce que souvent dans le débat public, c'est considéré comme un simple synonyme de pouvoir. Mais alors si c'est la même chose, pas besoin de se la péter en disant hégémonie. Hmm, Donc les concepts ont une pertinence uniquement quand ils apportent quelque chose de nouveau. Et précisément, le concept gramscien d'hégémonie apporte quelque chose de nouveau, parce qu'il nous montre que pour assurer une position de domination, ouais. il faut de la force, mais il faut aussi du consentement. Et c'est même le consentement qui est plus important. Alors, De persuader les gens, voilà, c'est il ça. faut, ou même plus que ça, c'est pas seulement de persuader les gens, mais de faire en sorte à ce que les gens s'auto-persuadent Ouais. du fait que l'ordre existant leur veut du bien. Et ça, précisément, c'est une bataille que différentes fractions du capital se livrent. Alors, justement, jusqu'à présent, on a un peu raisonné en antagonisme fondamental entre travail et capital. Hmm, Mais pour l'analyse de situations concrètes, eh bien, il faut entrer un peu dans les fractions, parce que selon les moments, les différentes fractions du capital, par exemple, n'ont pas les mêmes intérêts. hmm, Il y a, par exemple, la fraction nationale du capital. Elle enregistre l'essentiel de ses profits à l'intérieur des frontières nationales. Et ensuite, on a une autre fraction, qui est la fraction transnationale du capital, qui, elle, assure l'essentiel de ses profits en dehors des frontières nationales. hmm. Et alors, les premiers, ils peuvent être plutôt protectionnistes. Oui. Parce qu'ils voient que D'où quand les il y a... conflits entre eux. Voilà, et parce qu'ils se disent, oh là là, si on a de la concurrence étrangère, ils vont nous bouffer, ça va pas être bon pour nous. Alors que les deuxièmes, ils se disent, ah chouette, la concurrence internationale, c'est nous qui allons bouffer les autres. Hmm, Donc typiquement, pour certaines questions de politique économique, eh bien, il y a des divergences. Et donc, quand il y a des divergences, bah, chacune de ces fractions essaye de convaincre les travailleurs et la population de façon générale que leur projet est bon et désirable pour tout le monde. Donc, on a des projets hégémoniques qui vont se battre hmm. à l'intérieur des États, tout comme on a à l'échelle mondiale des projets hégémoniques portés par des États. Et sur le débat entre bourgeoisie nationale et bourgeoisie internationale, tu montres aussi l'évolution des débats sur l'impérialisme. Et à un moment donné, il y avait des théories qui stipulaient, grosso modo, la fin de l'État-nation, ou l'idée que l'État-nation n'est plus central dans l'impérialisme, Mhm. et qu'en fait, avec l'évolution du capitalisme, avec les multinationales, avec la montée en puissance des bourgeoisies transnationales, c'est presque un effacement de l'État-nation au profit de ces organisations, comme par exemple le FMI et tout. C'est la théorie, c'est quoi? C'est ça, c'est le post-impérialisme, c'est ça? Ou je Oui, me trompe? il y a plusieurs contributions, on peut les regrouper effectivement sous le label de post-impérialisme. Alors c'est très années 90, quoi, Ouais. très mouvement altermondialiste. Le capitalisme se mondialise et écrase tout, efface tout. C'est dans ce contexte que Tony Negri et Michael Hart écrivent leur livre Empire, où ils écrivent l'impérialisme c'est terminé, ça n'existe plus. Tu Euh, parles de... Oui, c'est ça, Empire, oui, oui. oui, Excuse-moi, oui, c'est Empire, je crois qu'il est paru en 2001. En tout cas, c'est vraiment ce contexte-là. Alors, pour dire que l'impérialisme est terminé, il fallait ignorer une série d'éléments factuels, mais effectivement, c'était un peu une mode à un certain moment, mais qui effectivement, bah, s'il n'y a plus d'État, si c'est les organisations internationales, aussi floues qu'elles soient, bah, il n'y a plus d'impérialisme parce qu'il n'y a plus d'acteurs pour incarner l'impérialisme. Il n'y a plus d'agression impérialiste parce que bah, s'il n'y a plus d'État, personne ne peut le faire. Et d'ailleurs, s'il n'y a plus d'État, bah, il n'y a plus de rivalité entre États. Et donc, bah, le mais ça me sujet même... paraît, ça paraît absurde quand on voit la réalité. C'est ça que je ne comprends pas. Comment ils peuvent penser qu'il n'y a plus d'impérialisme dans les années 2000, notamment la guerre en Irak. Il y a quand même des rivalités entre... Alors, bon, pour leur défense, l'invasion de l'Irak, c'est Peut-être après 2003. 2003, oui. Mais il y avait quand même une série d'éléments factuels qu'on aurait pu mobiliser pour dire qu'en fait, non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Parce que pour toi, tu montres aussi que certes, il y a une importance de la bourgeoisie transnationale, des organisations comme le FMI et tout, mais c'est quand même, il y a quand même besoin d'un État-nation, c'est ça, d'un.
Bah, d'une part, on constate objectivement qu'il y a toujours des États-nations. Oui. Voilà, et même de plus en plus. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, il y a des organisations internationales. Alors, elles ne sont pas toutes récentes. Ça, c'est la première chose. Et surtout, faut pas opposer organisations internationales et États. Il faut plutôt regarder comment s'articulent les deux. Comment ça peut servir les intérêts de certains ou ça s'aligne sur les intérêts de certains? Voilà, enfin, on a une série d'études qui montrent très très bien que bah, les intérêts des États-Unis d'Amérique et les politiques défendues par exemple la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international sont très proches. Là, il y a un alignement. Mmh. Et ce n'est pas les organisations internationales qui l'ont imposé aux États-Unis, mais c'est les États-Unis avec un projet d'expansion mondiale qui notamment prend forme à partir des années 70, qui mobilise entre autres le FMI, mais aussi d'autres organisations, pour précisément créer un véritable marché mondial. Et ce véritable marché mondial, certes, il est ouvert à toutes les entreprises. Mmh. Si vous êtes un capitaliste de Norvège, bah, rien ne vous empêche de faire du commerce en Namibie. Ouais. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans cette configuration du point de vue américain, c'est que la majorité des grandes sociétés sont américaines. Oui. Elles sont donc, par définition, les gagnants principaux de tout ce processus et peuvent donc encore grandir plus. Donc c'est là, donc le jeu n'est pas truqué en faveur des États-Unis, c'est juste que les États-Unis ont le capitalisme le plus puissant et quand le capitalisme se mondialise, eh bien les capitalistes du pays le plus puissant, eh bien ils gagnent le plus. Mmh. Et d'ailleurs, donc au final, il y a encore de l'impérialisme. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sont dominants. Est-ce que c'est là qu'émerge le concept de super-impérialisme? Exactement, Ah, c'est... j'avais peur d'avoir mal compris, mais t'as vu, Non, non, t'as tout compris. Hein. je- Exactement. Et c'est là aussi, à nouveau, eh bien, une évolution qu'on ne peut pas directement relier aux classiques, Mmh. parce que les classiques voyaient bien la concurrence à la Première Guerre mondiale, mais la configuration n'est plus tout à fait la même après 1945. Mmh. Et effectivement, là, il fallait comprendre comment il est possible que là, il y a un pays capitaliste qui est infiniment plus puissant que tous les autres, même s'il reste d'autres puissances impérialistes, évidemment la France, entre autres, mais les États-Unis sont quand même loin devant tous les autres. Et donc là, effectivement, cette idée de super-impérialisme émerge. Mmh. Et j'ai dit au début qu'on avait trop tendance à centrer sur l'aspect militaire, l'armée, la conquête militaire pour parler de l'impérialisme. Mais tu montres que ça reste aussi une pièce centrale, majeure, parce que comme voilà, en mobilisant Gramsci, il y a la persuasion, mais il y a aussi la force, et même parfois l'intimidation, le fait qu'on peut user de la force. Et est-ce que là, on voit que partout sur la planète, il y a une augmentation des budgets militaires. C'est quoi? C'est parce qu'il y a une reconstruction, une reconstitution, une remodélisation de l'impérialisme et des rivalités interimpérialistes? Bah, on est clairement dans une période de tension à l'échelle mondiale. Et quand vous regardez un peu les données sur les conflits, qu'ils soient à l'intérieur d'un pays ou qu'ils impliquent des acteurs de différents pays, on est dans une augmentation tout à fait impressionnante. Oui. Et on est dans une période, comme tu l'as dit, d'augmentation très forte des dépenses militaires. Donc, en dollars constants, les dépenses d'armement aujourd'hui sont plus élevées que pendant les moments les plus chauds de la guerre froide. Mmh. Donc, voilà un élément important pour mesurer un peu la situation dans laquelle on se trouve. Et cette évolution-là, eh bien, elle est directement reliée à la dynamique de plus en plus conflictuelle entre la Chine et les États-Unis. Cette rivalité-là se fonde précisément sur une tentative des deux de contrôler le marché mondial. Donc, Mmh. clairement, on a une filiation qui va de l'accumulation vers le conflit. Et puis, dans cette augmentation généralisée de la conflictualité, eh bien aussi, il y a de nouvelles opportunités pour des puissances secondaires pour aussi se lancer dans la course aux armements et dans l'agressivité. Mais clairement, et c'est là aussi un des apports des théories de l'impérialisme, c'est faut d'abord partir de ce qui se passe à l'échelle mondiale. Et Mmh. là, le phénomène central, c'est évidemment la rivalité entre la Chine et les États-Unis, qui est une rivalité certes
asymétrique parce que les États-Unis sont quand même Ouais, encore l'instant bien dominant. plus puissants. Bah, justement, alors il y a des gens qui demandaient est-ce que le monsieur a écrit des livres? Y a-t-il un livre du monsieur qui parle bien? Donc Benjamin Burgbaumer. Oui, il y a tout d'abord lui, Le souverain et le marché, théorie contemporaine de l'impérialisme. C'est ce qu'on a discuté grosso modo ici, mais allez voir les gens. Pour moi, c'est un incontournable si vous devez avoir un livre sur les théories de l'impérialiste à travers l'histoire et avoir le b.a.-ba, vraiment. Et on va parler un peu plus de lui. La Chine et les États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation. Et donc, on a vu que là, c'est l'actualité, il y a une concurrence de plus en plus forte entre les USA et la Chine. Et ce que tu montres, c'est que en fait, la Chine constitue une vraie menace pour les États-Unis, une menace quasi existentielle, parce que la Chine, c'est pas seulement qu'ils sont en train de tenir tête aux États-Unis, ils sont en train de remodeler la mondialisation. Et c'est aussi un point important de ton livre, c'est que nous, on parle de la mondialisation comme s'il y avait une seule forme de mondialisation, mais non, la mondialisation telle qu'on la connaît, c'est quelque chose qui a été modelé dans les intérêts. Alors, grosso modo, je vulgarise, hein, mais dans les intérêts des Américains, et on va y parler, notamment, tu insistes beaucoup sur les infrastructures, et la Chine vient essayer de contester tout ça en proposant une autre mondialisation, c'est ça? La situation actuelle est, je pense qu'il n'aurait échappé à personne, était une situation de tension. Elle est de tension, de plus en plus. Et donc, dans ce contexte, bon, il y a une série de propositions, d'explications. Et ce qu'on trouve le plus souvent, c'est des explications très individualisantes. C'est l'arrivée au pouvoir de Donald Trump De et Xi voilà, Jinping, ouais. et voilà, ou de Xi Jinping en Deux Chine. personnalités autoritaires, donc forcément, ça se rentre dedans. Voilà, donc c'est un peu voilà, le grain de sable qui dérègle le mécanisme jusqu'à présent bien huilé de la mondialisation. Le problème, c'est que ben, les tensions entre la Chine et les États-Unis s'intensifient depuis les années 2000. Et on ne peut pas expliquer ce qui se passe depuis les années 2000 par Donald Trump qui arrive en 2016 ou de Xi Hmm. Jinping qui arrive en 2012-13. Mais déjà, tu montres que Obama déjà faisait de la Chine un danger vital pour les États-Unis. Tout à fait, tout à fait. Donc à partir de là, bah voilà, il faut aller au-delà des explications individualisantes. Il faut une analyse d'économie politique internationale. Et c'est précisément ce que je fais donc, dans ce livre sur la Chine et les États-Unis. Et l'argument fondamental, il est relativement simple. C'est que le capitalisme mine la mondialisation. Et donc là, on revient à ce que tu dis. Les gens peuvent se dire, mais c'est pas un peu la même chose, enfin, mondialisation, capitalisme. Et c'est important de bien cerner en quoi les deux sont différents. Donc la mondialisation, c'est un processus de multiplication des flux financiers, commerciaux, migratoires à l'échelle mondiale. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un processus sous supervision américaine. Et ça, c'est important. Donc c'est le marché mondial sous supervision américaine. Donc le capitalisme, en soi, il peut exister avec d'autres types de marchés mondiaux. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, nous, la mondialisation qu'on a, c'est une mondialisation, c'est la mondialisation, c'est-à-dire un marché mondial sous supervision américaine. Et alors, le paradoxe de la Chine, c'est que en devenant capitaliste, elle s'est retrouvée contrainte à saper le processus qui a permis son essor. Et ce processus, c'est la mondialisation. Et donc aujourd'hui, la Chine ne conteste pas l'idée de marché mondial. Oui. Elle conteste simplement le marché mondial tel qu'il existe, la mondialisation, donc sous supervision américaine. Elle veut bien avoir un marché mondial sino-centré. Et donc forcément, quand on a deux projets comme ça, eh bien, ça coince. Ouais. Ça coince, et donc on a la rivalité qui émerge. Et donc, vous l'avez remarqué, on a donc cette idée que la Chine, d'abord, elle s'intègre de façon subordonnée dans cette mondialisation en cours de fabrication, et ensuite, elle en émerge comme puissance contestataire. Donc, typiquement, là, c'est un raisonnement par la contradiction. Donc, c'est là aussi qu'on retrouve en quelque sorte l'importance de réfléchir en dialectique, quoi, parce que ça permet de montrer qu'en fait, c'est pas un événement extérieur qui bouscule. Non, le conflit vient de l'intérieur du capitalisme. Mais c'est ce que tu montres, c'est que ce qui est étonnant là-dedans, c'est que la montée de puissance de la Chine repose justement sur son intégration à cette mondialisation. Et eux-mêmes, les Chinois l'avaient pensé comme ça. Alors, ils ont toujours essayé de justifier avec l'idée de ne pas abandonner le projet communiste. D'ailleurs, on y reviendra. Mais il y a l'idée de rattraper le retard en s'intégrant dans le marché mondial. Et est-ce que tu penses que
comment ça se fait que les États-Unis ont pas vu j'allais dire le monstre évoluer, mais c'est une mauvaise manière de parler, mais de voir la Chine grandir. Est-ce que tu penses qu'ils ont été aveuglés ou ils ont vraiment pensé que à travers l'intégration de la Chine dans la mondialisation, elle resterait à sa place et les USA seraient toujours dominants? Bah, pour répondre à cette question, il faut revenir un peu aux raisons d'être de la mondialisation. Et c'est précisément ce que fait le premier chapitre du livre. Il montre qu'il y a une crise de suraccumulation aux États-Unis dans les années 60-70. Donc c'est la crise. Une crise de suraccumulation, c'est quoi? C'est qu'ils produisent trop de produits qu'ils ne peuvent pas vendre? C'est une situation où la rentabilité des investissements décroît. D'accord. Et on la voit très clairement dans la baisse du taux de profit. Et forcément, dès lors que l'activité lucrative est la raison d'être même de l'entreprise capitaliste, bah, quand ça se passe de moins en moins bien, quand les rendements diminuent, il faut changer quelque chose. Hmm. Et c'est précisément dans ce contexte-là que donc la fraction transnationale du capital américain suggère à l'État américain de créer un véritable marché mondial. Et l'État américain veut bien le faire parce que précisément c'est la promesse d'un renouvellement du dynamisme économique. Partant de là, il fallait convaincre le reste du monde de créer ce véritable marché mondial. C'est décrit dans le détail dans le livre, donc ce n'est pas du tout un vaste complot américain. Oui. C'est simplement un processus où les États-Unis impulsent des idées, font la gestion des crises, parce qu'il y en a plein des crises dans les années 80-90, quand il y a de la libéralisation commerciale et financière, parce que plus on libéralise la finance, plus il y a des crises. Et les États-Unis interviennent en quelque sorte aussi en tant que pompiers en chef. Et puis les États-Unis maîtrisent aussi les infrastructures indispensables au marché mondial. Et cette idée d'infrastructure, elle est importante dans le livre. Tu insistes beaucoup dessus, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais tout simplement, par exemple, les ports. Rien que la manière dont de contrôler le transport de la marchandise. C'est essentiel. Tout à fait, c'est essentiel. Et précisément, les infrastructures, faut bien comprendre les implications. Alors, précisons d'abord, quand je dis infrastructure, je ne parle pas seulement des infrastructures physiques comme les routes, les ports. Il y a aussi les normes. Il y a aussi les infrastructures techniques, donc les normes et réglementations techniques. Il y a l'infrastructure monétaire, donc le système de paiement, parce que pour faire une transaction, il faut bien un paiement. Il y a aussi des infrastructures numériques, des infrastructures militaires. Donc je raisonne en termes d'infrastructure, mais de façon élargie. Et le raisonnement par infrastructure nous permet précisément de comprendre comment se déploie la rivalité. Une fois qu'on a compris que la racine du processus se trouve dans les contradictions de l'accumulation du capital, il reste à savoir comment se déploie le conflit. Et c'est précisément dans les différentes infrastructures qui sont initialement contrôlées par les États-Unis. Et c'est très intéressant pour les États-Unis de les contrôler parce que quand on contrôle les infrastructures, on bénéficie de profits supplémentaires. On accède à un pouvoir politique extraterritorial. Alors, typiquement, si vous contrôlez l'infrastructure monétaire, vous pouvez décider d'exclure la Russie de SWIFT et de la mettre en difficulté sur le plan économique. Et puis, troisièmement, une fois qu'une infrastructure est mise en place, elle façonne la production et le commerce pendant des décennies. Donc, les deux premiers avantages que j'ai mentionnés, on les a sur le long terme. Donc, c'est intéressant de maîtriser les infrastructures. Les États-Unis, quand ils construisent, quand ils supervisent la mondialisation, précisément, ils s'approprient ce contrôle. Et c'est précisément sur ce terrain-là que la Chine conteste aujourd'hui. Mais revenons au processus. Donc, crise de suraccumulation aux États-Unis. Et donc, il faut trouver de nouveaux champs de profitabilité à l'étranger. Et donc, on crée, il y a ce processus de création du marché mondial. Et évidemment, la Chine, c'est la pièce maîtresse de tout ça. Des centaines de millions de travailleurs, pas chers, faciles à exploiter, en plus relativement bien formés et relativement en bonne santé. Sauf que c'est pas parce que les États-Unis veulent que la Chine dise « Ok, faisons du capitalisme chez nous ». Donc, il y a aussi quelque chose qui s'est passé en Chine. Oui, il y avait aussi au sein du PCC, des évolutions majeures. Alors, au sein du Parti communiste chinois, il y avait deux fractions depuis la Révolution, et même avant. Il y a la fraction marxiste autour de Mao, et puis la fraction libérale autour de Deng Xiaoping. Et
à la faveur de difficultés économiques en Chine dans les années 60-70, mais qui n'ont rien à voir avec la crise de Mmh. suraccumulation des États-Unis, eh bien la fraction libérale va prendre le pouvoir dans l'État-parti. Et à partir de là, ils disent ben, on va libéraliser, on va Mmh. déréguler, on va réintroduire le capitalisme parce que ça nous permet d'accélérer le développement économique national. Mmh. Et donc, ils décident de s'intégrer effectivement dans la mondialisation, d'abord de façon subordonnée. Ils veulent bien produire des biens de consommation pas chers, peu complexes. Et donc, on a une sorte de symbiose transpacifique pendant les années 80 et 90 Ouais. où les autorités américaines et chinoises étaient d'accord sur le Mmh. processus. Mais dès les années 2000, eh bien, des contradictions émergent, des tensions Ouais, une s'intensifient. Donc montée en là, ça ne puissance. fonctionne plus. Oui, et d'ailleurs, Xi Jinping, c'est aussi le courant libéral. En Chine, C'est la continuité, oui, 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 il oui, n'y a tout à pas eu fait. un retour du courant marxiste. Non, Ils sont toujours en infériorité en Chine. tout à fait, tout à Ils fait. existent encore ou... Parce qu'on a une vision Bien un peu sûr, oui, oui. stéréotypée du PCC, mais il y a encore des batailles idéologiques internes. Bien sûr, le c'est pas aussi homogène qu'on pourrait le penser. Et d'ailleurs, bah, quand, Xi Jinping a pris le pouvoir, bah, il y avait un autre prétendant au pouvoir plutôt keynésien, qui s'appelle Bo Ouais. Xilai, qui était le chef du parti communiste chinois de la ville de Chongqing, qui était une gigantesque ville. Hem, donc il y a tout à fait des courants et des divergences, Hmm. mais il y a aussi une vision, dominante, quoi. Ouais. Et donc là, le projet qui émerge dans les années 2000, c'est la nouvelle route de la soie. C'est ça vraiment leur projet pour contester cette mondialisation américaine. Bah, revenons d'abord au processus d'accumulation. Les dirigeants chinois comprennent bien que quand ils font seulement des biens à faible valeur ajoutée, peu sophistiqués, bah, ils restent dans une situation subordonnée, Hmm. restent fondamentalement dans une situation de sous-développement, donc les richesses sont accaparées par les capitalistes américains. Et c'est de cette situation que les autorités chinoises veulent sortir, parce que leur objectif, c'est d'accélérer le développement économique national. Ouais. Donc là où l'objectif des capitalistes américains, c'est de redresser le taux de profit, bah, les Chinois ont un autre objectif. Et les deux étaient compatibles pendant un certain temps, mais ne le sont plus à partir des années 2000 et à partir de la crise du capitalisme en 2008-2009, eh bien, les tensions s'exacerbent encore plus. Et donc là, la Chine, clairement, eh bien, elle essaye de remonter son taux de profit par l'extraversion, par encore plus d'exportation, par encore plus d'exportation de marchandises et Hmm. de capitaux. Ah, le problème du point de vue chinois, c'est que le marché mondial, il existe déjà et il est Oui. sous supervision américaine. Et donc, plus les Chinois essayent d'exporter, bah, plus ils sont en quelque sorte aussi vulnérables vis-à-vis des États-Unis. Donc, typiquement, tu mentionnes les nouvelles routes de la soie. Bah, il se trouve que la Chine, par exemple, importe à peu près à 80% de son pétrole par voie maritime depuis les pays du Golfe. Hmm. Et sur la route entre les pays du Golfe et la Chine, eh bien, il y a un endroit qui s'appelle le détroit de Malacca, Hmm. qui se trouve entre la Malaisie et l'Indonésie. C'est un détroit qui, à son endroit le plus étroit, fait à peine 3 kilomètres. Et partout, vous avez des navires américains. Les Hmm. navires américains pourraient décider de couper l'accès. Ouais. Et alors là, la Chine aurait un problème majeur. De la même façon, la Chine veut exporter vers l'Europe, eh bien, ça passe par le détroit de Malacca. Et à nouveau, bah, s'ils perdent cet accès-là, L'influence, ouais. ils sont extrêmement vulnérables. C'est pour ça que la Chine, par exemple, dans le cadre du projet des nouvelles routes de la soie, eh bien, finance et construit des infrastructures à travers la Birmanie, à travers le Hmm. Pakistan, Hmm. donc pour éviter précisément ces goulets D'étranglement. d'étranglement sous contrôle américain. Donc, typiquement, on voit là l'importance d'étudier les infrastructures physiques, parce Ouais. que c'est là de cette façon que la Chine essaie de contourner, d'atténuer le contrôle américain sur l'économie mondiale. Et on voit aujourd'hui aussi avec les sanctions, enfin les droits de douane de Trump, que bah, la Chine peut facilement les contourner en exportant via des pays tierces comme Ouais. le Vietnam, parce que bah, il y a 15 ans, elle a construit des infrastructures qui permettent un Hmm. acheminement rapide. Donc on voit là aussi que bah, il faut s'intéresser aux infrastructures parce que 15 ans plus tard, eh bien, ça nous aide à comprendre. Oui. Bah, les conflits qu'il y a actuellement et pourquoi c'est un enjeu aussi central. Et c'est là aussi où on note, les États-Unis, ils ont un gros avantage qui est physique, c'est qu'eux, ils ont fait rapidement accès aux deux mers et aux deux océans, alors que la Chine, oui, doit passer par un territoire beaucoup plus long pour ne serait-ce que commercer avec l'Europe. Et en fait, quand on voit ton livre, là, tu parles de 15 ans et tout, quand on lit ton livre, on voit le projet qui a été réfléchi de longues années. Alors, en Chine, avec parfois des reculs, des défaites, des discussions, mais on a l'impression vraiment d'une chose, d'un projet qui a mûri sur le long terme. Et ce qu'il faut dire, c'est que
mine de rien, quoi qu'on pense de la Chine, mais c'est impressionnant. Les résultats qu'il y a eu en une vingtaine d'années, que ce soit à travers le monde, les ports qui ont été construits, les politiques menées, mais aussi le développement à l'intérieur de la Chine. Et ça m'amène à cette question, est-ce que la Chine actuelle, c'est-à-dire la Chine communiste avec des guillemets, où il y a un contrôle interne et une ouverture à l'extérieur, est-ce que la Chine n'est pas le modèle le plus adapté au capitalisme, paradoxalement? Il est certain que la performance, capitaliste du Parti communiste chinois est impressionnante. Hem, il y a très peu de pays sous-développés qui ont réussi à s'industrialiser et à réaliser une vraie montée en gamme. Mmh. C'est très rare parce que précisément, eh bien, le capitalisme repose sur le développement du sous-développement et donc une fois qu'on est à la périphérie, bah, on est vraiment coincé. Et la Chine, elle a réussi à s'en échapper. Donc clairement, les autorités chinoises ont réussi un exploit et avec des moyens, qui voilà, qui sont pas les moyens du capitalisme libéral, mais qui entrent quand même en résonance avec le capitalisme. Parce Mmh. que l'impératif du profit a été instauré à partir des années 80. Alors il y a des développements très détaillés dans le chapitre 2 du livre, mais donc ça reste la boussole, mais c'est une boussole qui est façonnée par une vision plus planifiée. Mmh. Et c'est là où, C'est ça le mot notamment planifié, ouais. en matière de technologie, c'est vraiment fascinant. 2006, les autorités chinoises décident de mettre en place un plan de rattrapage technologique à grande échelle. Ils ciblent les technologies qu'il faut. Et 15 ans plus tard, alors qu'ils étaient des nobody, bah, 15 ans plus tard, ils sont pas loin du niveau des États-Unis qui Ouais. sont les plus performants, technologiquement parlant. Donc c'est sans doute dans ce domaine-là que le succès a été le plus flagrant et c'est précisément pourquoi, bah, typiquement, les administrations Trump, depuis le premier Biden et en réalité depuis Obama à nouveau, bah, imposent des sanctions technologiques contre les sociétés, contre les entreprises chinoises parce que c'est là où précisément il y a crainte Ouais. chez les multinationales américaines de se faire, Mais l'intelligence artificielle, tout ça, où ils sont voilà, les vraiment. semi-conducteurs, les puces, donc toutes ces choses-là, oui. Ouais. Mais franchement, moi je trouve ça impressionnant et aussi il y a un côté pragmatique de s'adapter aussi au contexte et tu montres aussi que leur manière de promouvoir leur mondialisation, c'est de prendre le contre-pied des États-Unis et avec l'idée que les États-Unis, eux, c'est la force, la conquête militaire et tout, et eux, c'est plus le côté bah, tout le monde est gagnant, si ce qui est bon pour la Chine est bon pour le monde, et tu montres aussi que même pour la construction de ports, pour la construction d'infrastructures, la Chine joue la bonne élève et celle qui promeut un ordre plus égalitaire, alors si ce n'est plus égalitaire, plus multipolaire, c'est ça? En opposition à la domination américaine? La démarche, elle est fascinante et c'est là où Je précisément suis désolé, ils sont trop forts. on peut revenir, on peut revenir à Gramsci. Parce qu'effectivement, il dit que, bah, si vous voulez être l'hégémon mondial, il suffit pas d'avoir de la force. Évidemment, il faut de la force, mais il faut surtout que les autres vous aiment bien. Et quand effectivement, vous voulez que le reste du monde utilise votre infrastructure monétaire, votre infrastructure numérique, ben, on peut pas les forcer. Donc il Oui, faut leur donner envie. ouais. Et c'est précisément là où la Chine, effectivement, elle était forte. Et à nouveau, on pourrait parler des nouvelles routes de la soie, parce que les nouvelles routes de la soie ne sont pas seulement un dispositif économique permettant d'atténuer la suraccumulation en Chine, c'est pas seulement un dispositif géopolitique permettant d'éviter les navires de guerre américains, c'est aussi un dispositif hégémonique. Hmm. Et pour le comprendre, eh bien, on peut revenir à la manière dont les États-Unis ont supervisé la mondialisation. Dans les années 80, 90, les États-Unis ont, à travers ce qu'on appelle le consensus de Washington, imposé des mesures de privatisation, de dérégulation, d'austérité à plein de pays de la périphérie. Et donc, les pays, bah, ils doivent couper leurs dépenses publiques et donc, bah, ils n'ont plus les moyens pour entretenir le réseau de chemin de fer. Ouais. Donc, ils ont des infrastructures, mais qui sont dans un état catastrophique, délabré, inutilisable. Et donc, quelques décennies plus tard, la Chine arrive, elle dit, voilà, ce que je vous donne, des milliards, et vous allez refaire, ou nous allons refaire pour vous, vos infrastructures. Donc, évidemment, ça plaît. Bah oui. Alors, ce n'est pas du tout désintéressé. Ce n'est pas du tout désintéressé. La C'est Chine pas, veut... c'est pas du philanthropisme. Non, Il y c'est a un pas de la intérêt. charité, pas du tout. Ouais. N'empêche, Non, bah, parce qu'il y a ça, quand il y a une oui. route alors qu'il n'y en avait plus, bah, les gens Oui, il y a une meilleure trouvent ça image. plutôt mieux.
Ouais. Et c'est pour ça aussi j'aime beaucoup une citation d'un ancien ministre des Finances américain qui avait une discussion avec un dirigeant d'un pays sous-développé. Et le dirigeant du pays sous-développé lui dit: La Chine nous donne un aéroport, l'Amérique nous donne une leçon de morale. Ouais. Bon, entre les 2, c'est pas difficile Mmh. de choisir et donc effectivement, la Chine, elle progresse sur ce plan-là et on a une série d'enquêtes qui montrent qu'effectivement, elle gagne en Ouais. popularité. Hem Même sur le point de vue diplomatique, tout ça, elle se présente comme, Voilà, il y a pas que les nouvelles routes de la soie, il y a la diplomatie, sanitaire, éducative, donc il y a plein de choses. À l'heure où en France, bah, on impose des frais d'inscription de toujours plus élevés pour, les étudiants étrangers, par exemple, bah, la Chine, elle offre des bourses. ouais. Donc c'est tout le contraire. Donc on a des choses comme ça et effectivement ça plaît, donc la Chine, elle séduit Mmh. de plus en plus, alors que les États-Unis font à peu près tout le contraire. Oui, mais on l'a vu avec, il y a vraiment une image qui est dévastée de la Chine. On a vu aussi avec, l'Ukraine et Israël où, bah, l'idée des États-Unis qui, défend la paix, la liberté, la démocratie a volé en éclats pour beaucoup de pays du Sud et j'ai l'impression que c'est quasiment fini l'idée des États-Unis, camp de la démocratie et peut-être même au profit paradoxalement de la Chine ou plutôt la Chine camp même la Chine est devenue presque le camp du droit international. Bah, c'est effectivement assez intéressant, ces retournements relatifs auxquels on assiste. Alors, effectivement, une des difficultés des États-Unis, c'est qu'ils ils sont réputés mener une politique internationale hypocrite. Ouais. Et effectivement, il y a une série d'éléments, Pourquoi qui solidifient cette hypothèse. tu peux Hem, nous le laisser penser, quoi. voilà et donc c'est donc une idée qui existe depuis longtemps, mais qui se renforce et on peut le mesurer. Il y a des études sur ça à partir des années 90 avec un coup d'accélérateur, avec l'invasion de l'Irak à nouveau. Hem Et évidemment ensuite arrive la guerre en Ukraine où les États-Unis mobilisent en faveur des sanctions contre la Russie avec l'argument des victimes, des pertes civiles Ouais. ukrainiennes. Et ensuite, il y a Gaza et là les États-Unis n'ont pas du tout la même approche et donc ça saute aux yeux. Mmh. Ça saute aux yeux que là, il y a 2 poids 2 mesures. Mmh. Et donc là, à nouveau, les États-Unis sont évidemment encore Ouais. plus décrédibilisés. Et aussi l'Ukraine, ça symbolise aussi l'une des pertes de puissance des États-Unis parce qu'ils n'ont pas réussi à complètement isoler la Russie économiquement et parce que la Russie a trouvé d'autres voies et notamment la Chine. Bah, c'est là aussi que c'est intéressant. On revient un peu à la question de l'augmentation des conflits dans le monde. Donc il y a tension et des tensions de plus en plus fortes entre la Chine et les États-Unis, mais cela crée aussi des effets en quelque sorte secondaires. La montée en puissance de la Chine permet, par exemple, à la Russie d'échapper aux effets économiques négatifs des sanctions financières Mmh, américaines. mmh. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que la Chine a réussi à mettre en place une infrastructure monétaire, un système de messagerie et de paiement qui s'appelle CIPS, qui peut absorber en quelque sorte l'économie russe. En tout cas, qui peut lui permettre de se réorienter vers la Chine Mais et de ne pas subir les effets négatifs. Mais j'ai l'impression que ça entraîne aussi d'autres pays à oser commercer avec des pays qui sont pourtant bannis par les États-Unis. Parce qu'il y a la Chine, mais il y a aussi plein de pays du Sud qui continuent à commercer avec la Russie, ce qu'elles n'auraient peut-être pas fait il y a 20 ans, avec la peur de rendre les États-Unis en colère. Alors effectivement, il y a ça, il y a l'Inde qui fait pas mal de commerce avec la Il y a l'Afrique du Russie. Sud, il y a même Voilà. le Brésil, je crois, je ne suis pas sûr. Mais... Mais il y a plein de pays, effectivement. Et en plus, bon, le pétrole russe, il est moins cher maintenant parce que Oui, Russie est un pays sanctionné, donc il y a un argument supplémentaire qui rend cette marchandise intéressante. Donc, effectivement, il y a tous ces éléments qui font qu'effectivement, les États-Unis, là, ils ont clairement, ils investissent pas assez la question de l'hégémonie. ouais. Ils sont perçus comme hypocrites et font rien pour le Mm. changer, au contraire même. Donc c'est vrai que les choses se complexifient et c'est pour ça aussi qu'on a un peu une fuite en avant autoritaire de Oui, la part des États-Unis. ouais. Heu et je veux dire, bon, bah, tout d'un coup, bah, les États-Unis, bombardent l'Iran, bombardent le Yémen, comme ça, sur un coup de tête presque. Donc Là, il y a le Venezuela aussi. là, effectivement, Trump a autorisé les interventions de la CIA au Venezuela. Il y a des milliers de troupes à Puerto Rico. Donc, et à nouveau, là, on a aussi, du coup, l'infrastructure militaire. Ça, il Puerto faut Rico, rappeler.
ça sert à rien, sauf du point de vue du capitalisme américain, sauf à pouvoir intervenir Oui. en Amérique du Sud de façon la plus rapide possible. Et il y a un formidable livre d'un historien qui s'appelle Daniel Immerwahr et qui parle de l'Empire caché. Et en gros, son histoire, c'est une sorte de contre-histoire de la décolonisation où il dit les grandes puissances, effectivement, se sont retirées de l'Asie, de l'Afrique, mais ils ne sont pas tout à fait partis. Ouais. Ils sont sur les îles autour. Et c'est surtout les États-Unis qui font ça. Et donc, quand vous regardez où sont les bases militaires américaines, alors là, C'est le ouf. nombre d'îles, et ça, c'est des multiplicateurs de la puissance militaire américaine parce que ça permet d'intervenir extrêmement rapidement. Et seuls les États-Unis ont cette capacité à intervenir dans le monde entier grâce à peu près 800 bases militaires dans le monde. Oui, et en plus, tu montres aussi, tu as la carte des bases américaines, même autour de la Chine, c'est impressionnant. C'est vraiment, ils ont dans plein de pays. Mais d'ailleurs, ça m'amène à ça. On parle beaucoup de la montée en puissance de la Chine, mais il y a des domaines où les États-Unis restent la première puissance. Il y a notamment le côté militaire. Alors déjà, il y a l'investissement dans le budget militaire où les États-Unis sont toujours premiers, loin de la Chine. Alors même qu'on s'inquiète beaucoup de l'augmentation du budget de l'armée de la Chine, les États-Unis, c'est sans commune mesure. Il y a les bases militaires. La Chine, je crois qu'elle a qu'une base militaire ou deux. Il y a le Djibouti, je crois. Alors, Mais là, il y a les ports, c'est ça que tu veux nous dire? non, 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 enfin, oui, non, mais reprenons les choses dans l'ordre. La première chose que je dirais, et ça me permet de faire le lien avec quelque chose que je disais au début, c'est que il faut étudier le capitalisme réellement existant. Et donc, il faut se frotter aux faits. Et parmi les faits, effectivement, il y a cette histoire des bases militaires, il y a les ordres de grandeur. Et là, en termes d'ordre de grandeur, quand vous regardez les budgets militaires, les États-Unis ont 3 fois plus de dépenses militaires que la Chine, sont de loin la première puissance mondiale en termes d'armement, et ce, alors que la Chine augmente très fortement son budget de l'armement. Mais les États-Unis, c'est toujours 3 fois plus. Et surtout, ça, c'est des données, enfin, des dépenses annuelles. Hmm. Mais quand vous voulez avoir le stock des armes américaines, enfin le stock d'armes américaines, eh bien, il faut additionner en quelque sorte les dépenses annuelles de chaque année. Oui. Et donc là, l'écart entre la Chine et les États-Unis se creuse encore Oui. beaucoup plus. Oui. Et donc, Pire. faut pas perdre le contact avec la réalité quand on veut faire de l'analyse. Et typiquement, ça en fait partie. Donc, en termes de capacité impérialiste, les États-Unis sont tout simplement très loin, très très loin devant tous les autres. Et il y a d'autres domaines où les États-Unis sont très loin devant tous les autres, c'est notamment le domaine monétaire avec la suprématie du dollar. Mais donc tout ça, j'essaye un peu de le débroussailler dans le livre pour justement donner un peu des outils pour comprendre quels sont les rapports de force réels dans le monde. Mais justement, est-ce que tu peux, parce que ça c'est quelque chose qui est aussi totalement oublié dans l'impérialisme. On parle de l'impérialisme de tel pays, mais quelque chose qui est assez peu discuté et qui est pourtant central, c'est la suprématie du dollar. Est-ce que tu peux nous dire en quelques secondes, mais très rapidement, pourquoi c'est une question qui est essentielle et qui, moi, c'est aussi en lisant ton livre, je dis, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez quoi, de cette question. Quel avantage ça amène Tout le monde sait que le dollar est important, mais peu de gens savent dire pourquoi. Donc là aussi, et c'est le chapitre 4 où justement j'essaye d'expliquer ça de façon assez claire. Donc les États-Unis tirent une série d'avantages du dollar. Typiquement, puisque le monde entier fait du commerce en dollars, tout le monde a un peu des dollars, les entreprises multinationales du monde entier ont des dollars disponibles. Et quand elles ne veulent pas tout de suite acheter des marchandises auprès de fournisseurs à l'étranger, ils se disent qu'est-ce que je fais avec mes dollars? Si je les laisse juste sur mon compte courant, je gagne rien. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils placent leurs dollars excédentaires sur les marchés financiers américains. Donc ça rend les marchés financiers américains toujours plus grands, ce qui permet à l'État américain de se financer toujours moins cher. Là, c'est un peu cette histoire de l'offre et de la demande. Si beaucoup de gens veulent acheter de la dette américaine, l'État américain peut la vendre pour moins cher. Ouais. Et donc, c'est une immense subvention à l'État américain. On finance les ricains. Et donc, de ce fait, à travers le mécanisme monétaire, à travers la suprématie du dollar, c'est exactement ça. Et même des économistes libéraux le disent. Le reste du monde subventionne les États-Unis. C'est une folie. Et alors là, j'ai juste rapidement parlé des marchés financiers, mais c'est pareil dans le commerce international. Et c'est un peu ces raisons-là qui font que la Chine essaye de court-circuiter tout ça avec l'internationalisation du renminbi. Donc Mais c'est compliqué, ça. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des effets de réseau. Une fois que tout le monde utilise le dollar, chaque personne supplémentaire a un intérêt à l'utiliser aussi. Donc c'est très compliqué de sortir de cette histoire. La Chine le tente, c'est pas facile, mais
Clairement, alors si les questions monétaires vous intéressent, voilà, je vous renvoie vers le Le chapitre livre. parce que je peux pas le détailler là. Oui, oui, tant non, qu'on mais a- c'est pas grave, c'est pas grave. Mais moi, j'ai 2 dernières questions avant qu'on passe au petit jeu. Et de toute façon, il faut pas tout raconter. Moi, je dis les gens, allez lire le livre. Il est trop. Mais franchement, hein, je pense que c'est mon livre préféré de cette année. Il est vraiment, vraiment bien. Moi, il y a 2 questions parce qu'on n'aura pas le temps de tout parler. De toute façon, c'est les gens allez lire. C'est une introduction à tout ça. La première question, il y a certains. Je suis allé voir des vidéos sur la Chine d'un point de vue marxiste et tout. Il y a certains marxistes, notamment, je pense à Bruno Geek ou peut-être à Franck Marsal, qui sont proches des éditions Delga, qui sont un peu en mode effectivement la Chine s'est adaptée au capitalisme, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste stratégique, c'est dans l'objectif d'arriver au socialisme. Est-ce que toi, tu es aussi optimiste? Mais il faut tout d'abord bien établir que depuis les années 80, il y a eu une série de mesures de dérégulation en Chine qui ont ramené le capitalisme. Donc l'économie chinoise est organisée autour de l'impératif du profit. Qu'il y ait des entreprises d'État en Chine ne change rien à cette affaire-là. Et c'est précisément un des apports là de Charles Bettelheim qui nous dit, et précisément, il a étudié la Chine dans les années 60-70, qui nous dit, en fait, la propriété formelle est une chose qui est importante, mais la possession, qu'est-ce qu'on fait quand on a la main sur une entreprise, est tout aussi importante. Et si bien, toute la gestion d'une entreprise est orientée vers le profit, ça fait du capitalisme. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que le capitalisme est un système qui se reproduit au fur et à mesure. Hmm. Et la reproduction crée précisément des intérêts très forts à maintenir le système. Hmm. Donc il y a en quelque sorte un effet un peu boule de neige auto-entretenu. Et donc, il se trouve que l'immense majorité des capitalistes chinois aujourd'hui sont les filles ou les fils des dirigeants du Parti communiste Ouais, chinois dans les il y a années une 80. Et donc, eux, eh bien, ils sont évidemment extrêmement riches et ils savent très bien d'où vient leur richesse. Et ils sont eux-mêmes membres du parti. Et donc, je ne vois pas très bien comment les gagnants du capitalisme chinois renonceraient à ça. Ça Et- pourrait venir que des prolos, quoi, pas des. Et puis, accessoirement, il me semble que le point de vue marxiste, c'est que ce ne sont pas les capitalistes qui amènent le socialisme, mais les travailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, on va pas pouvoir en parler, mais tu montres aussi qu'il y a contrairement à l'idée d'un pays lisse, où il y a de plus en plus de contestations, même des travailleurs en Chine, notamment du fait que le droit du travail sont parfois, les syndicalistes et tout, sont parfois réprimés. Mais ça, c'est dans le livre. J'aurais une dernière question pour conclure ça, et on passe au petit jeu. Les gens, des petits dons, s'il vous plaît, des petits dons, parce que pour qu'on puisse continuer ce genre de débat, c'était trop bien, ce genre de discussion. Là, on voit le conflit avec Taïwan, il y a la question des semi-conducteurs. Pour moi, il y a aussi la question de la circulation des marchandises. Ça centralise un petit peu la montée en tension entre les Chines et les États-Unis. Est-ce que pour toi, c'est inévitable, ça va finir à une guerre entre la Chine et les États-Unis? Mais une chose, c'est qu'on a déjà des phénomènes conflictuels assez importants. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une guerre entre l'Inde et le Pakistan. Oui. Les uns armés par les États-Unis, les autres par la Chine. Donc on a des phénomènes de ce type-là qui ne sont possibles que parce qu'il y a la rivalité entre la Chine et les États-Unis. L'autre élément, c'est qu'effectivement, autour de la Chine, il y a 300 bases militaires américaines et les bateaux qui vont avec. L'OTAN qui, depuis 2022, s'est réorienté aussi Oui. vers la zone Et asiatique. plus seulement l'Europe, l'OTAN. Non, non. Comme quoi, Et même, c'est la raison pour laquelle Trump veut que les Européens augmentent leurs dépenses militaires, c'est pour libérer des capacités d'intervention américaines et pour les redéployer autour de la Chine. Donc, et une série d'initiatives américaines aussi plus directement en mer de Chine du Sud. Donc, présence beaucoup plus forte, y compris d'ailleurs aussi d'autres puissances, l'Allemagne et la France aussi se mêlent un peu. Donc, pourquoi c'est aussi important la Kanaki et tout? C'est une présence dans la région. Et donc, on a une situation où même inintentionnellement, il peut y avoir des frottements qui peuvent constituer des casus belli. Donc, on a des choses comme ça qui sont extrêmement dangereuses. Alors, évidemment, tout ça n'est pas inévitable. Il y a évidemment la politique, quoi. Oui. Donc, des changements en Chine, des changements aux États-Unis, des changements ailleurs. Donc, tout ça existe aussi. Mais ce qui est clair, c'est que là, on voit de façon tout à fait classique comment le processus d'accumulation du capital mène à une conflictualité accrue. Et donc, précisément, l'apport de la pensée en termes d'impérialisme, c'est de ne pas juste constater « Ah,
il y a plus de tension, Ouais. mais c'est d'expliquer d'où ça vient, parce que Ouais. expliquer d'où ça vient est crucial pour changer la Mm. situation. Il y a aussi Et l'interprétation du capital qui fait que parfois les coûts peuvent être aussi énormes de l'entrée en guerre. alors oui, mais alors jusqu'à présent, ça n'a jamais empêché les capitalistes Voilà. d'entrer en guerre quand Faut même. pas rentrer aussi dans le délire de le marché assure la paix. Non, parce que non, en fait, ça serait attribuer trop de rationalité aux acteurs. Non, Et, ouais. et donc, effectivement, le marché assure la paix, mais en même temps, si tout le monde veut avoir des parts de marché plus Ça va grandes faire ouais. au détriment des autres, bah là, on a du conflit. Mm. Eh ben, écoutez, pour finir, alors je rappelle hein, ce livre là qu'on a discuté, Benjamin Burbomer, Chine, États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, aux éditions de La Découverte. Il y a des gens qui m'ont demandé si c'était accessible. Oui, la preuve, tu as reçu un prix à partir de lecteurs lycéens. Hein, donc Tout à fait. c'est très, moi les gens, je l'ai lu, ça se lit trop bien, c'est excellent. Et ensuite, celui-là, qui est un peu plus tôt, 2020, Le souverain et le marché, théorie contemporaine de l'impérialisme. Si vous voulez tout savoir sur l'impérialisme, tu as encore 10 minutes. Oui. On fait vite, 10 minutes. On va faire note ton théoricien de l'impérialisme avec plusieurs figures. Je te propose des personnes. Tu me dis ce que tu en penses. Ça marche? Tu fais une petite description. On avait fait le jeu avec Mathieu Renaud. Bah, le premier, Lénine, le classique Lénine. Mais tout d'abord, je dirais on a des études en économie qui montrent que quand les acteurs sont amenés à faire un classement Ouais. pour noter, pour comparer, eh bien, ils sont incohérents. Donc, Ah, on cherche je pense pas la que cohérence je ici, on n'échappe cherche- sans doute pas à la règle, donc j'y vais comme ça. Oui, donc Lénine, bah, sans doute la personne avec laquelle on associe le plus l'idée d'impérialisme. Ouais. C'est un exploit en soi, Ouais. donc une efficacité claire dans le livre de Lénine, où il insiste sur l'émergence des monopoles et comme très spécifique de la période dans laquelle il évolue et comment tout ça mène à la Première Guerre mondiale. Donc, clairement, un livre efficace, en plus très court, accessible, avec notamment les 5 caractéristiques de l'impérialisme qui ont eu une influence importante. Donc c'est un livre important. Si on veut approfondir l'analyse, je pense qu'il faut aller au-delà parce que il le dit lui-même, c'est un pamphlet. Oui. Donc c'est un pamphlet, c'est une bonne entrée en matière, mais pour aller plus loin, Il ne faut pas se limiter à Lénine. Personne suivante, je crois que c'est Rosa Luxembourg. Oui, alors formidable, son livre L'accumulation du capital. Là, c'est un gros livre. Ouais. Et bon, hein, c'était quand même une des premières femmes au monde à avoir une thèse en économie. Donc là, c'est vraiment du solide sur le plan économique. Alors, un avantage particulier que je vois à cet ouvrage, c'est que là où Lénine insiste sur un trait du capitalisme de son époque, les monopoles, eh bien, elle dit non, mais en fait, l'impérialisme vient du fonctionnement même du capitalisme. D'accord. La démonstration, bon, elle a été critiquée, mais là, c'est une idée qui est utile pour nous, parce que même si on ne vit pas dans la même époque de Lénine, eh bien, ça nous permet de comprendre qu'il y a toujours de l'impérialisme. Accessoirement, dans la deuxième partie de son livre, eh bien, c'est aussi l'étude un peu fondatrice de tout ce qui est théorie de la dépendance, pour comprendre comment la périphérie perd toujours face au centre capitaliste. Donc rien que pour ça aussi, c'est un ouvrage excellent. Ça me permet de te demander, est-ce que dans le capitalisme, ça implique qu'il y aura toujours une périphérie, il n'y aura jamais un rattrapage de cette périphérie avec l'idée que l'ensemble de la planète, avec des pays à peu près au même niveau? Alors non, ça n'existera pas. Et d'ailleurs, la raison d'être des firmes multinationales, c'est précisément la possibilité d'exploiter les écarts en termes de salaire, en termes de droit du travail, en termes de réglementation internationale. Donc c'est seulement si le monde n'est pas homogène que le capitalisme mondial n'a de sens. C'est bien de le rappeler. Personne suivante, je crois que c'est Boukharine, qui est beaucoup moins lu. D'ailleurs, j'ai jamais lu Boukharine. Oui, alors que son livre L'économie mondiale et l'impérialisme est simplement génial. Et c'est d'ailleurs suite à la lecture de ce livre-là que Lénine a écrit son pamphlet. Alors, c'est d'abord lui qui a. C'était d'abord Boukharine. Alors, et Lénine a d'ailleurs préfacé le livre de Boukharine. Alors, pourquoi est-ce qu'on pense que Lénine était le premier? Eh bien, parce que simplement, le manuscrit de Boukharine, il a traîné dans le local des bolcheviks en 2017. Il y a eu une descente de la police et le manuscrit a disparu. Il est réapparu seulement plus tard et du coup, il a été publié plus tard alors que Lénine avait déjà publié son truc. Et donc, le livre de Boukharine, c'est, si vous voulez avoir une sorte de guide de comment on fait une analyse de l'impérialisme, il faut regarder le livre de Boukharine parce qu'il y a le premier chapitre
l'économie mondiale et le processus d'internationalisation du capital. Donc là, voilà, focus sur le monde. Mhm. Ensuite, deuxième partie, l'économie mondiale et le processus de nationalisation du capital. Et là, il montre qu'en fait, plutôt que de faire disparaître les frontières territoriales, eh bien, l'économie mondiale, en fait, les renforce et D'accord. renforce les liens entre les capitalistes et leur État. Tony Negri, il aurait bien fait de lire Boukharine plutôt que d'écrire Empire. Donc, c'est un livre qui, ensuite, en troisième partie, nous dit, bah voilà, concurrence entre capitalisme, impérialisme. Donc, c'est limpide, c'est approfondi. C'est un excellent ouvrage. On enchaîne avec un truc un peu plus contemporain, Samir Amin. Oui, Samir Amin. Alors, c'est formidable. Ça, c'est un peu le prolongement, en quelque sorte, de Rosa Luxembourg. Parce que lui, alors, il insiste surtout que ses travaux s'inscrivent dans la suite de Lénine. Donc, il y a un peu une fidélité affirmée, mais en réalité, dans les faits, c'est beaucoup Rosa Luxembourg. Parce que lui, précisément, ce sur quoi il insiste, c'est les effets de l'impérialisme sur la périphérie. Alors que dans la pensée sur l'impérialisme, dans les classiques, en fait, le focus, ce sont les pays capitalistes avancés. Eh bien, lui, il nous explique ce que ça fait à la périphérie en termes de sous-développement économique, en termes de violence. Et à partir de là, il propose aussi des pistes stratégiques, notamment pour les pays sous-développés, pour se débarrasser en quelque sorte de Il est l'impérialisme. égyptien, c'est ça, Samir Amin, hein. Égyptien, a fait énormément. Il est beaucoup en Afrique, il me semble. Il a fait énormément d'études très appliquées sur l'Égypte, sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, sur le Maghreb. Et c'est uniquement à partir d'études vraiment très factuelles qu'ensuite il s'est mis à écrire sur l'impérialisme et le sous-développement. Donc c'est aussi la démonstration de l'importance d'une analyse très rigoureuse avant de passer à des élaborations plus théoriques ou plus conceptuelles. On enchaîne avec une personne que tu as l'air de moins apprécier, Tony Negri. Oui, bon, il disait que l'impérialisme, c'est terminé. Partant de là, j'étais assez perplexe parce que, en fait, on avait tellement d'études qui montrent déjà dans les années 90 que la mondialisation ne fait pas disparaître les frontières, que les capitalistes ont toujours des liens particuliers avec les dirigeants politiques du pays dans lequel l'entreprise a été fondée ou dans lequel elle a son siège. Donc on a ces choses-là qui rendent tout à fait impossible cette idée d'un empire déterritorialisé. Ouais. Mais en plus, on a évidemment encore les États-Unis, première puissance du monde. Donc tout ça était déjà pas très convaincant à l'époque, et alors ça a vraiment mal vieilli. Et pourtant, il y a des auteurs aujourd'hui comme Sandro Mezzadra qui veulent sauver en quelque sorte le cadavre conceptuel d'empire, ce qui les conduit à dire qu'aujourd'hui le monde est multipolaire. Alors qu'on a la démonstration au jour le jour que c'est les États-Unis, c'est la conflictualité avec la Chine qui est centrale, c'est pas le Brésil là, qui nous dit ce qui se passe. Et puis aussi, tellement obsédé par cette idée que la réincarnation de l'empire, ce serait la multipolarité, eh bien ces auteurs négristes nous disent non, mais il n'y a plus de sous-développement, il n'y a plus de centre et de périphérie. Donc, d'accord. Donc c'est de la gymnastique intellectuelle assez étonnante. D'accord. On enchaîne avec David Harvey, c'est sûrement le plus contemporain. Lui, il est géographe. J'ai jamais lu David Harvey, j'ai juste vu des gens qui me recommandaient. Mais c'est très important aussi dans ton livre, hein, tu le cites beaucoup, David Harvey. Le premier des mérites, évidemment, de David Harvey, c'est précisément dans le contexte de la guerre en Irak, c'est d'avoir remis à jour, en quelque sorte, ou plutôt remis au jour, l'idée même d'impérialisme, parce que c'était quand même assez largement discrédité aussi pendant un certain temps. Et donc là, il arrive avec le livre qui s'appelle « Le Nouvel Impérialisme », qui était traduit en français aussi, qui était très influent, et qui est directement influencé par ses travaux de géographe. Là, il y a un livre très important de David Harvey, qui est un peu son ouvrage principal, qui s'appelle les limites au capital, où notamment il explique que les crises récurrentes du capitalisme peuvent être dépassées, du moins temporairement, par une solution spatiale. C'est-à-dire que les contradictions ne pouvant plus être contenues à l'échelle nationale, eh bien, on passe à l'échelle supérieure, on essaye de faire fonctionner. C'est exactement ce que fait la Chine et ce que les États-Unis ont fait auparavant. Donc, c'est une idée très, très puissante. Donc clairement, là, il y a des choses formidables. Après, dans son livre « Le Nouvel Impérialisme », il y a un peu
une opposition rigide entre État et capital, où là, on a envie de dire, mais dans les années 70, on a déjà dans le débat sur l'impérialisme des choses qui auraient permis d'éviter un peu cette opposition trop frontale. D'ailleurs, sur l'État, tu cites aussi beaucoup Poulantzas. Tu conseilles Poulantzas à lire ou, Alors, je conseille Poulantzas, l'État, le pouvoir et le socialisme. qui est ressorti aux éditions Amsterdam. Exactement. Et pour aller un peu plus loin, parce qu'il me semble que bon, là, le moment en Poulantzas, ça fait 10 ans, on peut aller un petit peu plus loin. Il y a un autre livre qui est paru très récemment, en 2025, il me semble, qui est le livre de Joachim Hirsch, D'accord. Théorie matérialiste de l'État. Et là, on va encore un peu plus loin. Tu sais, c'est quelle maison d'édition ou... C'est les éditions Sileps. D'accord. Et on finit avec le dernier, Cocorico. On va avoir un français, Claude Serfati. Ah, mais oui, non, mais on ne peut pas surestimer l'importance de Claude Serfati. C'était un des rares en France à utiliser la théorie de l'impérialisme pour nous expliquer le monde dans les années 90, 2000. Et il était bien seul. Oui, il nous, voilà, grâce à ses ouvrages, je pense notamment à son livre Impérialisme, Militarisme et impérialisme, paru en 2003 ou 2004. Ouais. C'est un ouvrage extrêmement important aussi parce que là, on a vraiment une perspective plus focus sur la France et aussi les pays européens, alors que souvent, dans les contributions anglo-saxonnes, c'est beaucoup les États-Unis, mais beaucoup moins les autres pays. Donc, Claude Serfati nous aide aussi à comprendre en fait ce que d'autres puissances font, et plus singulièrement la France. Et en plus, il connaît particulièrement bien les questions d'armement. L'imbrication entre la République et le militaire, on le découvre avec Serfati à quel point c'est lié en France, quoi. Tout à fait, non mais c'est extraordinaire, donc Claude Serfati était une lecture indispensable. Eh bien écoutez, on va terminer là, je vais reparler de tes 2 livres, tout d'abord celui-ci, Benjamin Burbaumer, Benjamin Burbaumer, Chine, États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, aux éditions La Découverte, et celui-ci, Le souverain et le marché, théorie contemporaine de l'impérialisme, aux éditions Amsterdam. Alors, juste avant, il y avait un commentaire qui avait mis « Tiens, monstre, Benjamin, je vais acheter ton livre ». Donc, les gens, vraiment, foncez-y, parce que là, vraiment, de ce qu'on a discuté, même en 2 heures, on a fait, je pense, 10-15% de toutes les choses qu'il y a dans les livres. Donc, allez-y si vous voulez tout savoir sur l'impérialisme. D'ailleurs, j'en profite aussi pour faire un peu de promo pour l'émission qu'on va faire avec le groupe de lecture anti-impérialiste, parce qu'il me semble que tu as déjà participé avec eux. Ils m'ont sollicité, oui, oui, tout à fait. Donc, je pense qu'une fois par mois, à partir de novembre, on aura une émission marxiste. On va beaucoup parler d'anti-impérialistes. Donc, n'hésitez pas à regarder et n'hésitez pas à aller aussi au groupe de lecture. Merci beaucoup à toi, Benjamin. Merci à toi, Wissam. J'espère que ça t'a plu. Moi, je pourrais discuter des heures parce qu'en plus, tu arrives vraiment à rendre les choses compréhensibles. Merci à vous, le chat. Ouais. N'hésitez pas à faire des dons, n'hésitez pas à soutenir l'émission, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, n'hésitez pas à soutenir le plateau. Vous avez tous les liens en description. Merci à Milan, Samos et tout pour la technique. Salut tout le monde. Salut, salut.